Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois de juin. Et oui, j'ai la main sur ma pile de livres parce que je ne sais pas où la mettre. Donc je vais la garder ici. Et ça va faire un style de vidéo assez étrange et voilà, avec ma main posée comme ça. Mais on est déjà à la fin du mois de juin. Je n'ai pas lu autant que je le souhaitais et je n'ai pas eu un bon mois de lecture dans le sens où j'ai eu de très bonnes lectures, mais j'ai aussi fait de mauvaises lectures et des lectures où j'étais là vraiment pas convaincue la plupart du temps, donc voilà, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Et je vais vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci. Je vais les présenter comme ils viennent sur la pile, parce que pourquoi pas. Alors, le premier donc que je vais vous présenter, c'est un service presse que j'ai eu à la BookCon. Il s'agit de Step Sister de Jennifer Donnelly, qui est la réécriture de Cendrillon, enfin ça se passe après Cendrillon, du point de vue de sa méchante demi-sœur. Donc en gros Cendrillon s'en va avec le prince, ils vivent heureux pour toujours, mais qu'est-ce qui arrive à Isabelle, l'autre demi-sœur et leur mère? En fait personne ne le sait, et tout le monde s'en fiche parce que fondamentalement ce sont les méchantes demi-sœurs, la méchante belle famille, et on est tous du côté de Cendrillon. Ce que j'ai aimé dans cette espèce de réécriture, cette espèce de continuité, c'est la manière dont l'autrice a abordé quelques soucis qu'il pouvait y avoir avec Cendrillon, le dessin animé slash, comment dire, la légende, le mythe en lui-même, étant donné que Cendrillon est vraiment quelqu'un de très doux, de très joli, elle correspond parfaitement à tous les standards de beauté et de féminité de la société. Et les deux demi-sœurs ne correspondent pas aux standards de beauté et ne correspondent pas aux standards de féminité. L'autre sœur, qui n'est pas Isabelle, qui elle est hyper portée sur les bouquins, sur la science, et qui en fait essaye tout le temps de faire des expériences avec la nourriture, ce genre de choses, et qui n'a aucune envie de se marier et d'être juste une espèce de poupée qui pavane dans des robes, etc. Mais c'est ce que la société attend d'elle et c'est ce qu'elle est forcée de faire avec la mère qu'elle a en fait. Et on a surtout le rôle effectivement de la méchante belle-mère et voilà de leur mère qui les pousse les unes contre les autres, qui les manipule émotionnellement, qui leur fait du chantage affectif. Et c'était aussi une des raisons entre guillemets pour lesquelles je dis pas qu'on peut pas en vouloir aux demi-sœurs de Cendrillon, mais elles sont aussi les produits de leur éducation. Et avec une mère comme ça peut prendre du temps des fois pour se remettre en question, sachant qu'à l'époque ces filles étaient hyper jeunes, puisque Cendrillon se marie avec le prince, elle a 16 ans je crois, et la demi-sœur plus jeune a 15 et celle du dessus a 17. Elles ont entre 15 et 17, ce qui est quand même assez jeune. On est assez manipulable, on est assez, impressionnable à cet âge en fait. Et je dis pas que ce que les demi-sœurs et la belle famille en général lui fait à Cendrillon dans le dessin animé slash mythe, etc. n'est pas grave, évidemment, personne ne devrait être traité comme ça. Mais ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça explorait les raisons et ça explorait surtout les personnalités des deux demi-sœurs, puisque Isabelle, elle, est portée sur les activités physiques, beaucoup d'action. Elle adore vraiment monter à cheval. Et en fait, elle se retrouve dans la déchéance, les trois femmes, puisque leur demi-sœur a épousé le prince et va devenir reine de France. Tout le monde a entendu parler de leur histoire, donc plus personne ne veut les servir nulle part, plus personne ne veut leur donner de pain, enfin même quand elles l'achètent, je veux dire pas leur donner gratuitement, hein. Elles peuvent plus sortir de chez elles parce qu'on les menace, on leur envoie de la nourriture pourrie dessus, on les frappe, ce genre de choses. Donc c'est assez violent. À un moment, Isabelle n'en peut plus et veut faire un vœu, et son vœu c'est de devenir belle parce qu'elle pense que du coup, si elle devient belle, elle aura l'attention des hommes, et donc il y aura bien un riche duc ou vicomte qui voudra l'épouser, ce qui sauverait sa famille de la ruine et du déshonneur.
donc elle se sacrifierait parce qu'elle elle a aucune envie de se marier hein, sinon, et elle demande à la marraine la bonne fée qui a déjà aidé Cendrillon de la rendre belle. Et le truc, c'est que la marraine lui dit, mais en fait, déjà, enfin, tu n'es pas worthy, c'est-à-dire, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez gentille, tu n'es pas comme Cendrillon qui a un cœur pur, en gros, pour demander ce genre de choses. Et donc tu vas avoir une espèce de quête où il va falloir que tu rassembles 3 éléments qui vont réparer ton cœur, qui vont le rendre pur à nouveau, pour pouvoir demander ton vœu. Et l'histoire, c'est la quête d'Isabelle pour retrouver les morceaux de son cœur qui lui ont été arrachés. En fait, on se rend compte, enfin, Jennifer Donnelly a imaginé une adolescence pas hyper facile pour Isabelle en fait, avec la perte de beaucoup de choses, la perte d'amis, la perte d'un futur envisagé, la perte de confiance en elle, avec une mère voilà, qui manipule à sa guise et qui s'en fiche un peu de ce que ses filles veulent. En fait, il faut se battre contre le déshonneur, la déchéance, la pauvreté, puisque 3 femmes qui, à cette époque, qui sont seules avec la belle-mère qui est veuve, elles ont déjà eu de la chance de survivre autant de temps qu'elles ont survécu toutes seules. Et là, à un moment, il faut les marier, il faut qu'un homme revienne dans leur vie, parce que sinon, réputation, pauvreté, voilà, et pas de futur en fait. Il n'y a pas de futur pour une femme qui veut devenir soldat, il n'y a pas de futur pour une femme qui veut devenir scientifique. Il y a juste un futur pour une femme qui, malheureusement, entre guillemets, comme Cendrillon, désire juste échapper à sa condition et en fait va se marier et, comme on dit en anglais, marrying up, c'est-à-dire va marier plus haut que sa propre classe sociale. Donc on a tout ça, on a toutes ces dimensions dans ce bouquin et je ne m'y attendais pas du tout. En fait, je m'attendais à ce que ce soit une lecture... voilà, pas terrible, pas extraordinaire, parce que j'ai entendu parler de ce livre nulle part et il mérite pourtant, surtout pour les gens qui sont fans de réécriture de contes, les gens qui aiment les réécritures de contes féministes, ce qui est plutôt commun ces derniers temps. Bah franchement, donnez une chance à Stepsister, il vient de sortir, il est sorti le 28 mai, il est encore qu'en anglais, évidemment il n'a pas encore été traduit, je sais pas s'il sera traduit, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et je lui ai mis 4 sur 5 et j'étais hyper contente et je l'ai gardé et voilà, c'est vraiment une bonne découverte. J'ai lu quand j'étais à New York, je l'ai acheté à New York et je l'ai lu à ce moment-là, j'ai lu Birthday de Meredith Russo. J'en ai déjà parlé et je ne sais plus à quel moment j'en ai déjà parlé. Oui, c'est quand je parlais des livres que j'avais achetés à la BookCon et du coup plus à New York. C'est l'histoire de 2 garçons, biologiquement. On les suit de leur 13e anniversaire à leur 18e anniversaire. Mais l'un d'eux va se rendre compte, enfin va... oui, réaliser qu'en fait le sexe qui lui a été attribué à la naissance n'est pas le bon. N'est pas celui que cette personne ressent et en fait ce garçon biologiquement se sent comme une fille et est une fille au niveau de gender. Voilà, son sexe c'est homme mais son genre c'est femme. On a cette amitié entre ces 2 garçons de base, donc on va dire ces 2 personnes. On a cette amitié entre ces 2 adolescents qui est depuis leur naissance en fait, puisqu'ils sont nés le même jour et ils partagent du coup un anniversaire, c'est pour ça que ça s'appelle Birthday. Et chaque année à leur anniversaire, au fur et à mesure, l'histoire va avancer et on va voir leur relation se développer et changer avec les changements qui s'opèrent à l'intérieur de chacune de ces 2 personnes. Et c'est un livre hyper dur, c'est un livre qui m'a fait pleurer, mais pas pleurer genre de joie ou je ne sais quoi, c'est un livre qui est très 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 dur, qui parle de suicide, qui parle de transgenre, transsexuel, de transphobie, d'homophobie, de tout ce genre de choses et de grandir en étant différent dans une petite ville des États-Unis, dans le Tennessee. Donc je vous laisse imaginer comment les gens se comportent avec quelqu'un qui est un peu efféminé ou quelqu'un qui du coup il y a la rumeur que cette personne est gay, voilà. Je vous laisse imaginer, cette personne s'en prend plein la gueule et c'est ce qui se passe tout au long de Birthday, malheureusement. C'est un livre
hyper touchant. C'est le deuxième livre de Meredith Rousseau qui a écrit aussi celle dont j'ai toujours rêvé, celle que j'aurais aimé être, je sais plus, c'est If I Was Your Girl en anglais. C'était son premier livre et j'avais pas du tout aimé. J'avais pas aimé l'écriture, j'avais trouvé que c'était un livre important. Mais parallèlement, j'avais vraiment pas aimé le plot, l'action, les personnages, je les avais pas trouvés hyper crédibles. Mais alors là, c'est un de mes nouveaux livres préférés. Ça m'a vraiment profondément touchée, ça m'a profondément retournée. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la transsexualité, lisez ce bouquin si vous pouvez lire en anglais, parce que pareil, il est sorti en ce mois, fin avril, début mai je crois, et il n'est toujours pas traduit. Mais il vaut vraiment le coup et si vous pouvez, lisez-le parce qu'il est vraiment génial. On continue dans mes gros coups de cœur. On a Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers pendant 15 minutes dans une de mes dernières vidéos. Donc si vous avez envie de savoir précisément mon sentiment par rapport à ce livre, allez voir cette vidéo. Ça parle très brièvement de deux garçons, un qui est le fils de la présidente des États-Unis et l'autre qui est un prince d'Angleterre, et ils se détestent cordialement et c'est une romance d'ennemis à amants, une romance gay du coup, et c'est hyper fun, j'ai adoré, c'est un de mes nouveaux livres préférés aussi, donc j'étais trop contente de le lire. Pour une vidéo qui va sortir bientôt, sûrement en juillet, j'ai dû lire deux livres que j'avais achetés il y a 2 ans, donc vous savez c'est mes book haul check-in, et donc j'ai lu les deux X-Files, X-Files Origins Devil's Advocate et X-Files Origins Agent of Chaos. Lui, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer, c'est sur Dana Scully et franchement, très sincèrement, je l'ai trouvé pas terrible. J'ai trouvé que c'était pas hyper vrai par rapport, enfin hyper honnête et authentique par rapport au personnage de Dana Scully, qui est un des personnages d'X-Files, qui est une série qui était hyper populaire dans les années 90 jusque les années 2000, qui parle de 2 agents du FBI qui enquêtent sur des affaires non classées, plus aliens, paranormal et tout. Un peu avant Supernatural, en fait, d'ailleurs il y a une référence à X-Files avant, enfin le premier épisode de Supernatural, il y a une référence à X-Files, donc c'est une de mes 2 séries préférées de tous les temps, une série que je regarde depuis hyper longtemps, et donc quand j'ai su qu'il y avait des romans sur l'adolescence de Dana Scully et Fox Mulder, j'ai voulu les acheter, ce que j'ai fait. Donc celui sur Dana Scully n'est vraiment pas passé, je saurais même pas vous faire un résumé. Il lui arrive des trucs paranormaux et en fait je pensais que ça parlerait du fait qu'elle était sceptique et qu'elle se méfiait de tout ce qui était paranormal et qu'elle avait un attachement à la science, mais c'était pas bien fait selon moi, voilà, après c'est simplement mon avis. Et le deuxième c'est Devil's Advocate, c'est sur Fox Mulder qui lui est à fond dans tous les trucs paranormaux et surtout il a toujours pensé que c'était des aliens qui avaient enlevé sa sœur qui a disparu quand elle avait... Lui il avait 12 ans et elle 8 ans je crois. Et donc il est toujours, il a sa famille qui est éclatée, il vit avec son père, il est dans sa dernière année au lycée et il va y avoir une petite fille qui va se faire enlever, il va y avoir plein d'enlèvements d'enfants et lui en fait il fait déjà des recherches, il fait déjà à moitié des enquêtes un peu pour lui-même puisqu'il a une mémoire photographique, c'est un génie, Fox Mulder il faut le dire. Il fait de la psychologie, de la criminologie, etc. ensuite dans sa carrière du FBI et du coup il est déjà un peu porté là-dessus et c'est sa première enquête fondamentalement. Et là j'ai beaucoup plus aimé, j'ai trouvé que l'autrice avait beaucoup plus cerné le personnage de Fox Mulder et c'était beaucoup plus intéressant d'avoir son adolescence à lui. En fait ça a rendu le personnage de Dana Scully pas hyper intéressant dans ce bouquin, alors que dans celui-ci on retrouvait quand même des éléments de Fox Mulder qui pour moi c'est essentiel puisqu'on parle de X-Files, il faut qu'on ait des petites références, il faut qu'on ait un jeu avec le lecteur ou la lectrice d'indices, de références à des choses qui vont se passer peut-être après, à des épisodes. Agent of Chaos c'était 3,5 sur 5, c'était vraiment pas mal, c'était un bon divertissement, c'était sympathique pour les personnes qui sont fans d'X-Files. Par contre Devil's Advocate, non vraiment pas. Et du coup ils ne sont qu'en anglais aussi, donc si vous êtes fan d'X-Files vous pouvez tenter je pense Agent of Chaos, mais passez votre chemin pour Devil's Advocate parce que franchement je pense pas que ça vaille le coup. J'ai lu le 2e tome de The Cruel Prince qui est The Wicked King de Holly Black quand j'étais à New York
Et je ne peux pas trop vous résumer ça. Donc c'est l'histoire de Jude qui en fait est humaine mais elle est élevée chez les Fae parce que sa demi-sœur en est une et donc du coup elle a un père adoptif qui est le vrai père biologique de sa demi-sœur. Et donc elle est élevée chez les Fae qui la prennent pour une espèce d'esclave à moitié et voilà, qui sont pas hyper enchantés d'avoir eu deux humaines parce qu'elle a aussi une sœur jumelle qui s'appelle Tarine. Et ils sont pas hyper enchantés de l'avoir ici, notamment elle passe son temps à se chamailler et à être harcelée quand même par un des princes héritiers de la couronne qui s'appelle Cardan, qui est une enflure et qui est The Cruel Prince. Et donc le deuxième tome c'est The Wicked King. Et dans The Wicked King, je ne peux pas vous dire ce qu'il se passe, même si en fait les titres sont hyper révélateurs. Et donc si vous connaissez le tome 3, le titre du tome 3, bah en fait ça vous spoil complètement ce qui va se passer dans le tome 2 et vous vous en rendez compte quand vous lisez. Le tome 2, donc c'est un peu problématique, mais j'avais bien aimé The Cruel Prince parce que j'ai trouvé que les personnages étaient assez intéressants, la mythologie était intéressante. C'était quelque chose qui se lisait hyper facilement et que j'ai vraiment pas mal aimé. Une mythologie, voilà, une fantasy young adult anglophone sympathique. The Wicked King, j'ai aussi bien aimé, je l'ai trouvé un tout petit peu en dessous du premier tome, alors que la plupart des gens pensent le contraire, que le deuxième tome était meilleur. Mais j'ai bien hâte au tome 3 qui va sortir en fin d'année, donc ça j'en suis très heureuse, parce que à chaque fois, les deux tomes se sont terminés sur des gros cliffhangers, et donc voilà, j'ai hâte. Ensuite, on a 3 livres, c'est les 3 livres qui m'ont pas mis dans une panne de lecture parce que je crois pas trop au principe de panne de lecture. J'ai lu quelque part que des gens avaient dit mais en fait on n'est pas des robots donc on peut pas avoir de panne. Et je suis là, oui ça a du sens. Donc j'appellerais pas ça une panne de lecture mais du coup je suis passée dans un moment où j'étais là. Et du coup les 3 livres que j'ai lus étaient malheureusement tous auto-publiés et plus ou moins des services presse ou des choses que j'avais reçues gratuitement. Donc ça me fait vraiment bizarre et je suis pas hyper confortable avec le fait de dire j'ai pas aimé, mais en même temps j'ai pas aimé, donc je ne peux pas faire la promotion, enfin faire mine d'avoir adoré alors que c'est pas le cas. On va commencer par Other Girls de Solène T.B. Qui parle d'une nouvelle application de rencontre qui s'appelle Gravitation. Deux filles qui sont amies vont s'inscrire sur ce site parce que l'une d'elles s'appelle Louise, elle a 19 ans et elle écrit un roman et son amie lit ce roman et lui dit mais en fait c'est pas crédible cette romance parce que t'as jamais été amoureuse donc tu peux pas écrire de romance crédible en n'ayant jamais été amoureuse. Ce qui, voilà, c'est un argument. Et elle lui dit, je vais t'inscrire sur le site de rencontre avec moi, comme ça, tu vas pouvoir découvrir l'amour et découvrir enfin ce que c'est, donc tu vas pouvoir crédibiliser ton récit. Pourquoi pas? Le souci, c'est que Louise, quand elle fait le test, quand elle remplit tout le truc de l'application de rencontre, sa liste à elle d'âmes sœurs, ce ne sont que des femmes. Et elle dit, mais je suis pas lesbienne. Et donc c'est là où le titre prend tout son sens. Qui sont ces autres filles? Qui sont ces filles qui ne sont pas hétéros? Qui sont ces filles qui sont lesbiennes? En gros, ces filles qui sortent de la norme, qui ne sont pas hétéros, donc techniquement direct sortent de la norme. C'est l'autrice qui m'a contactée sur Instagram pour me demander si je voulais le recevoir. Je l'avais déjà précédemment vu dans un de ses posts. Parce que du coup elle faisait un post pour Pride Month en disant que c'était de la romance fille-fille, donc lesbienne. Et ça m'avait intéressée, ça m'avait interpellée, j'avais envie de le lire. Le souci que j'ai eu, c'est la plume était particulière et donc le style d'écriture en fait a fait que j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, j'ai pas réussi à entrer dans l'histoire, donc évidemment à partir de ce moment-là, c'est assez compliqué d'apprécier un livre quand on s'attache pas au personnage, quand on a un blocage en fait avec l'histoire, qu'on a une distance avec l'histoire. Après, je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes les personnes qui liront ce livre, puisque j'ai déjà vu qu'il y avait un 5 sur 5
sur Goodreads. Moi effectivement j'ai mis 2 étoiles parce que bah voilà, ça l'a pas du tout fait avec moi, puisque je pouvais pas rentrer dans l'histoire en fait, et voilà, je blâme le style d'écriture, mais c'est par rapport à mes goûts personnels, et voilà, vous aimerez peut-être, sûrement, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un des livres que j'ai lu pour ce mois et qui a été quand même une petite déception. On a un livre qui, pareil, l'autrice m'a contacté. C'est Si les coups avaient du charme de Martine Mathilde. Quand je l'ai présenté, beaucoup d'entre vous m'ont dit que ça avait été une bonne surprise et que ça les avait marqués. Donc je comprends pourquoi maintenant, puisqu'on va suivre le personnage principal qui s'appelle Rose, j'avais déjà oublié son nom, excusez-moi, qui en fait est au fond du trou, on va dire ça comme ça, mais d'une manière très réaliste, et boit beaucoup, du coup est anorexique je crois, et son corps se décharne au fur et à mesure, parce qu'il lui est arrivé un truc horrible dans sa vie, qui est que son fils est mort quand il était bébé. Et elle a des problèmes avec son mari, elle a des problèmes avec tout le monde autour d'elle, elle a pas de bonne relation avec personne, sauf peut-être une de ses meilleures amies, et un gars, voilà, dont je dévoilerai pas l'identité. On parle de violence conjugale dans ce livre, et voilà, ce livre est dur les gens, ce livre est dur, il est trash, il est vulgaire dans le sens vulgaire cru, voilà, pas vulgaire comme nous on l'entend d'une manière négative, mais vraiment cru, trash, tout ce que vous voulez, hyper réaliste, très très crédible, et voilà, assez horrible, une lecture assez troublante, frappante, tout ce que vous voulez. Personnellement, c'était trop cru et trop trash pour moi. Mais je peux comprendre que ce soit rafraîchissant de lire enfin un bouquin sur les violences conjugales qui soit pas miuchi, gna gna gna, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu trop édulcoré au contraire. Là, si vous avez envie d'un livre qui vous met, voilà, hein, qui vous prend vraiment à la gorge, qui vous retourne l'estomac pour certaines scènes, ah bah vous pouvez y aller, c'est sûr que c'est pas édulcoré et c'est sûr que vous ne serez pas déçus là-dessus. Le dernier livre qui m'a pas laissé une hyper bonne impression, qui a pas été une lecture folle que j'ai à vous présenter, c'est Un manoir pour refuge de Henna Fitzbell, qui est l'histoire de 2 jeunes filles qui sont adolescentes, qui sont au lycée, et qui écrivent une nouvelle et qui l'illustrent en fait pour un club d'écriture, et toutes les nuits elles se retrouvent dans l'univers de leur nouvelle et elles vivent au manoir, et voilà, et elles ont un rôle dedans, elles sont attendues, et au fur et à mesure des intrigues se développent dans leurs rêves, dans leur réalité qui est au manoir, elles lient des amitiés, elles tombent amoureuses, ce genre de choses. Et un jour elles vont du coup faire une lecture de leur nouvelle en cours, et plein de nouveaux personnages vont apparaître pendant la nuit comment dire, pas dans leur réalité du rêve quoi. Et c'est des personnages qui correspondent aux gens qui ont entendu parler de l'histoire. Ce synopsis est hyper engageant, hyper intéressant. Voilà, moi ça m'a tout de suite fascinée. Et donc j'ai adoré la première moitié de ce bouquin. Mais alors ensuite on se barre très clairement sur une explication de science-fiction qui mêle les aliens à tout ça, et des histoires de planètes et de cercueils qui tournent autour de planètes. Et alors à partir de ce moment-là, ça a décrédibilisé tout le roman, et j'avais plus cette magie, j'avais plus cette envie de continuer à lire. Et j'ai trouvé que l'intrigue se perdait en fait, et perdait de sa force. Et malheureusement du coup j'ai mis 3 sur 5, parce que le début était vraiment un énorme 4 sur 5. Trop bien, trop bien. Et la fin, mais alors là j'ai trouvé qu'on avait perdu l'intérêt. Je trouvais qu'on avait perdu le rythme, le souffle, tout ce que vous voulez. Et la fin a eu des tonnes de révélations, mais qui m'ont laissé un peu de marbre, parce que après la révélation, l'espèce d'hypothèse d'alien ou je sais pas quoi, j'étais un peu anesthésiée, j'étais en mode bon bah je ressens plus rien pour ce bouquin, enfin je suis tellement sous le choc d'une révélation qui n'a ni queue ni tête pour moi,
que du coup je suis passée complètement à côté de la fin. Et je pense pas que je lirai le tome 2 parce qu'il y a un deuxième tome, ce qui est hyper dommage parce que du coup c'était hyper prometteur et ça a tenu ses promesses en fait dans la première moitié du bouquin. Malheureusement ça j'ai déchanté à la moitié, ouais. Donc voilà, c'est malheureux. Les 3 livres que je suis en train de lire que je n'ai toujours pas fini, on a 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, on a The Tenant of Whitefell Hall de Anne Brontë, donc deux classiques, même si 100 ans de solitude est plus récent comme classique, on va dire c'est un classique moderne, et The Tenant of Whitefell Hall de Anne Brontë date du 19e siècle, donc c'est pas le même genre de classique, ça vient pas du tout du même endroit, 100 ans de solitude n'est pas anglophone, vient d'Amérique latine et est très dans la tradition voilà, d'Amérique latine, de littérature américaine latine, latine-américaine, je sais pas comment dire, et ça se ressent énormément et j'aime beaucoup. Voilà, je suis à une centaine de pages dans 100 ans de solitude. J'ai pas avancé de tout le mois, je suis qu'à 20 pages dans The Tenant of Whitefell Hall et je suis aussi en train d'écouter l'audiobook de With the Fire on High de Elizabeth Acevedo. Je suis en train d'écouter l'audiobook qui est trop bien, qui est narré par l'autrice et ça c'est un gros plus. Et j'en suis à 46%, j'ai hyper hâte de continuer et je suis pour l'instant conquise par cette lecture. Je pense que je vous en parlerai du coup dans le bilan peut-être du mois de juillet parce que j'espère que j'aurai fini ces 3 livres pour le mois de juillet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. C'était un très long update lecture, enfin bilan de fin de mois, alors que je pensais que j'aurais rien à dire parce que j'avais des lectures pas terribles, mais je pense que j'ai réussi à expliquer pourquoi j'avais trouvé que j'avais pas aimé ces livres et ces lectures, donc dites-moi dans les commentaires quelle a été votre meilleure lecture de juin 2019 et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.